Oh, pardon, on me dit encore en régie, j'adore les régies. Hein. On me dit, ça démarre, on est en direct. Bon, ça y est, on est en live. Ok, on est en live. Pas de filet, Olivier. Là, faut y aller. On est bon. Hein, on n'a pas le droit à deux erreurs. Hein, on n'a pas le droit de mauvaise impression. Hein, ce qui compte, c'est les 4 fois 20, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes et les 20 premiers centimètres pour la distance. Donc là, par contre, bah, c'est bien pour la distance, on est tranquille. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous Bonjour à retrouver tous. aujourd'hui. Bonjour Olivier Chabot, donc directeur des solutions métiers chez CECIB, donc le pôle avocat du groupe CPO. Ravi de vous retrouver moi-même, Dan Cohn, directeur de la prospective du groupe CPO. Donc la prospective, c'est un peu dégager des tendances, élaborer des scénarios, et puis essayer de projeter des modèles. C'est un outil d'aide à la décision. Je suis un instrument, moi aussi, vous voyez, un outil. Et je suis là, je réfléchis, je vous dis, tiens, aujourd'hui, pour le juridique, est-ce que c'est une opportunité, on levier de développement? Et je me dis, oui, il faut aller par là. Voilà, on va par là, on va par là. Si vous allez par là, vous pourrez y aller, mais par là, c'est plus rapide. Et pourquoi c'est plus rapide? Parce qu'on va y aller, on a 1 heure à passer ensemble à peu près, vous en faites pas, on sait gérer un timing, on aurait pu être pilote d'avion et copilote avec Olivier, on a le vent dans le dos, donc on va aller vite. Donc, vous êtes avec nous. Le principe, rappelez-vous, c'est la 3e émission du workshop. CECIB, la première, c'était sur tout ce qui est numérisation de documents avec Digital Doc. La 2e, c'était justement sur le lancement de la e-signature intégrée directement dans les solutions CECIB. Et la 3e est consacrée aujourd'hui au juridique, à la vie d'entreprise, au secrétariat juridique. Et donc, vous allez voir que c'est riche en opportunités pour les cabinets d'avocats qui voudront s'en saisir en termes de levier de développement. Sur la première partie, je vais simplement introduire les propos et vous dresser un peu un état des lieux, un constat. J'ai fait le job pour vous, hein, j'ai fait une étude de marché pour voir si oui ou non il faut y aller. Je pense que ça sent bon, hein, je pense que les signaux sont verts. Ensuite, je vais vous présenter quelques slides parce qu'on a mené une étude au sein du groupe CPO sur les avocats, une étude prospective riche d'enseignements. Aujourd'hui, sur le niveau et la maturité en termes de digitalisation, sur les enjeux aussi notamment liés à la formation, sur l'interprofessionnalité, sur des nouveaux services à proposer. Donc, moi, je vais faire un focus sur ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, des nouveaux services à développer vu le contexte qu'on traverse. Et Dieu sait qu'il y a des besoins de droit aujourd'hui qui existent déjà, mais des nouveaux besoins de droit aujourd'hui qui vont être couverts par les cabinets d'avocats et poser vos questions et je me ferai un plaisir de les poser à mon tour à Olivier ou vous répondre moi-même s'il y a des questions. D'ailleurs, je crois qu'il y en a peut-être déjà une qui commence. Bonjour tout le monde. Bon, bah, écoutez, Gilles, bonjour à vous et bienvenue. Alors, comme je vous ai dit, je vais dresser un petit constat, très simple hein, en fait. Rapidement, c'est que, voilà, imaginons que je suis votre consultant, d'accord, et vous me dites, Dan, voilà, soit on fait du juridique au sein du cabinet, mais c'est pas assez optimisé, on veut améliorer, soit, et donc quels axes d'amélioration, comment, et soit vous me dites, on fait du judiciaire, et aujourd'hui, vu le contexte sur le judiciaire, on aimerait bien monter un nouveau département sur le juridique, on aimerait bien modéliser une nouvelle offre, on aimerait bien peut-être, pourquoi pas, piloter un parcours interne des collaborateurs en termes de talent et faire en sorte de responsabiliser un collaborateur. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'être responsabilisés et puis donner du sens aujourd'hui au projet collectif du cabinet. Et en se disant, allez, on le fait monter en compétences et on va le faire monter en charge et nommer responsable de ce nouveau service d'externalisation du juridique. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va s'atteler un peu à essayer d'évaluer la potentialité finalement du marché et votre positionnement. Alors, je l'ai un petit peu fait pour vous. En gros, voilà, si on raisonne par exemple sur le marché cible des services juridiques et des directions juridiques en entreprise, ça ne sert à rien, je pense, de sortir une offre tout azimut sur les TPE, les PME, les ETI, les grands comptes. À un moment donné, je pense qu'il faut peut-être plus aller sur une niche et vraiment sur une expertise. Alors, on se dit, voilà, on va évaluer la potentialité du marché. Combien il y a de PME et ETI aujourd'hui en France? Il y en a 145 000. Et je me renseigne. Et je m'aperçois que finalement, celles de moins de 500 collaborateurs, notamment pour les ETI, salarient généralement un juriste généraliste. Mais on dénombre finalement peu ou pas de service juridique, sur les PME de moins de 80 salariés. Du coup, je me dis, tiens, il y a une entreprise sur 5 du coup qui internalise la fonction juridique, mais ça veut dire surtout qu'il y a 80% de ces PME qui n'ont aucun juriste. Donc, il apparaît normal que toutes les activités aujourd'hui liées à la vie d'entreprise, à des cycles contractuels, au RH, etc., sur la mise en conformité, soient prises en charge par
le cabinet d'avocats quand, hélas, ou du fait que les avocats ne sont pas positionnés, c'est l'expert comptable qui, finalement, va proposer cet accompagnement. Donc, maintenant, je me renseigne. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, ces PME que je vais cibler sont en capacité d'aller voir un cabinet d'avocats sur ces sujets, d'externaliser ce pan-là? Je me renseigne encore et je vois que, finalement, sur la santé financière des PME, si on regarde le dernier rapport que vous allez pouvoir vous-même aller voir donc de la Banque de France, les PME ont abordé la crise de la Covid-19 avec une structure financière renforcée et une consolidation des capitaux propres. Ils ont aussi une capacité d'endettement, notamment grâce au recours des prêts garantis de l'État, donc les fameux PGE. Dès lors, je me dis, OK, maintenant j'ai évalué un peu mon périmètre. Donc, pourquoi ne pas proposer un panel de services dédié sur la partie conseil qui a du sens au-delà de la résolution d'une problématique contentieuse ou précontentieuse? Donc, le contexte actuel, finalement, nous indique qu'il y a de forts besoins de droit à couvrir qui nécessitent, au-delà de la technicité du droit que vous avez, un accompagnement sur tous les process et opérations juridiques de l'entreprise. Aujourd'hui, l'enjeu clé, ce sont les process métiers. Donc, vous savez, il y a deux moyens pour un cabinet d'avocats de développer son chiffre d'affaires, au-delà de l'acquisition d'une nouvelle clientèle. C'est soit, vous êtes comme nous dans notre groupe, de toute façon, on est exactement confronté à la même situation. Soit on fait chez nous de la croissance organique en augmentant pour vous vos honoraires ou en proposant justement de nouvelles prestations par ce qu'on appelle du cross-selling ou du upselling, c'est-à-dire soit de la montée en gamme, soit des services croisés, complémentaires et connexes à l'activité. Et la deuxième possibilité finalement pour augmenter votre chiffre d'affaires, ça va être de la croissance externe en rachetant d'autres cabinets. En effet, c'est ce que font déjà des cabinets d'avocats comme on fait nous dans notre entreprise. Finalement, proposer un service d'externalisation de la fonction juridique interne et des opérations liées à la vie d'entreprise apparaît donc comme une évidence, si moi je regarde le travail que j'ai mené pour vous, et se pose comme une vraie alternative de développement commercial pour un cabinet d'avocats. Donc, il s'agit là pour moi d'un levier de croissance pour les avocats qui vont s'en saisir. Cibler ce marché, finalement, avec ce que j'appelle un produit d'appel, même si le droit n'est pas un produit, on ne va pas revenir sur ce débat, mais cibler ce marché donc par une offre d'appel sur le secrétariat juridique, sans minorer cette fonction, puisqu'en fait, finalement, il y a un réel besoin toute l'année, et Olivier va nous le montrer, ça va permettre au cabinet, déjà, de se positionner, de développer tout un arsenal, quitte à proposer plus tard, une fois que vous avez le client sur le secrétariat juridique, de l'accompagner autour de la mise en conformité, la protection des données, donc mettre à disposition qu'un avocat DPO du cabinet, sur la gestion du cycle de vie contractuel. Qui dit gestion de cycle de vie contractuel dit révision de clauses et de documents, sur la relance de créances, parce que forcément, il y aura un gros sujet là-dessus, et par exemple sur la veille réglementaire ou la délivrance d'informations financières, fiscales, comptables et juridiques. Ouais, le petit travail que j'ai fait en un quart d'heure hier soir en rentrant de déplacement m'a permis finalement d'avoir une vue là-dessus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais illustrer mon propos. Parce que forcément, ce sont des mots. Donc, une image vaut 1000 mots, comme vous le savez via Confucius. Et je vais tout de suite partager mon écran. Hop, je vais le mettre en diaporama et je vais demander à mon confrère Olivier Chabot si c'est bon pour vous. Tout est parfait, Dan, et je rebondis sur ce que tu disais en disant qu'effectivement, l'activité de secrétariat de société, l'avantage, c'est que c'est du récurrent. C'est des tâches qui reviennent régulièrement toute l'année et qui permet finalement à vos clients de proposer un abonnement qui va faire que finalement, on va faire rentrer un client dans un abonnement sur ce sujet-là et derrière, on va pouvoir développer du droit des affaires ou pourquoi pas traiter de l'aspect divorce du dirigeant parce qu'il divorce, parce que c'est aussi l'occasion de développer une partie judiciaire en même temps. Voilà. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'il y a des composantes aussi même patrimoniales sur le dirigeant d'entreprise. Après, il peut y avoir des problématiques de cession, transmission d'entreprise, de fusion-acquisition. C'est vrai, le spectre, il est large. Ce qui compte, c'est de faire venir finalement un client vers le cabinet d'avocats sur une problématique. Il s'avère que cette problématique du juridique, beaucoup d'entreprises en sont confrontées. Alors, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Il y a beaucoup même de clients qui nous disent
C'est des produits à faible valeur ajoutée, puisqu'effectivement, comme il y a une forte concurrence, comme tu le disais, sur les experts comptables, eh bien parfois les avocats ne veulent pas se lancer dans cette partie-là parce qu'ils trouvent que le montant de la facture ne vaut peut-être pas le pendant, je dirais, du travail à faire face à l'entreprise finalement. Est-ce que tu pourras nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Bien sûr, non, mais tout à fait, entièrement d'accord. Alors, Septéo, Septéo en fait est au cœur de la transformation digitale et numérique des organisations notariales, immobilières et de direction juridique, justement. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est qu'on a une vraie connaissance du monde des directions juridiques ou des services juridiques, et notamment, forcément aussi avec les avocats, notamment aussi avec Gestisoft. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on s'attelle aussi forcément à la transformation des métiers des avocats et notamment des évolutions inhérentes à la profession au-delà de la technologie du numérique. Alors, on a mené cette étude en collaboration d'ailleurs avec pas mal de barreaux, le barreau de Lille, le barreau de Tours, le barreau de Toulouse, le barreau de Lyon qui a relié, le barreau de Paris, des réseaux et des syndicats et des associations comme Alta Juris, Eurojuris, comme la CE, comme Jessica, etc., etc. Et en fait, rapidement, on va tout de suite faire un focus là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit déjà que quand on leur a demandé aujourd'hui les services que les avocats proposent à leurs clients, eh ben, déjà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a une analyse fine parce qu'on raisonne par typologie de structure. Pourquoi? Parce qu'un avocat qui est implanté à Libourg n'aura pas forcément peut-être, en termes d'ancrage local, les mêmes, on va dire, les mêmes problématiques peut-être qu'un avocat qui est à Dunkerque, etc. Il y a un aspect de territorialité, mais surtout, il y a un aspect, on va dire, en termes de segmentation de marché, de taille de structure, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et la maturité non plus. Et regardez, si je prends la partie générale à gauche, on s'aperçoit que finalement, et encore plus aujourd'hui vu le contexte qu'on est en train de traverser, finalement, tout ce qui est médiation, arbitrage, résolution des différends arrive en top aujourd'hui des services proposés, et c'est pas pareil partout, mais arrive en top des services proposés, en tout cas des avocats d'un point de vue général. On est aussi bien sûr sur la révision et l'audit de documents, parce que imaginez bien que déjà au début de la crise sanitaire, il a fallu analyser des milliers de documents, des centaines de documents avec des clauses de force majeure ou d'imprévision, et forcément mettre à jour les contrats. Et puis, on s'aperçoit que le juridique, quand même, l'externalisation, aujourd'hui, occupe d'une manière générale 35% des services que proposent aujourd'hui les avocats. Mais ça ne veut rien dire, parce que c'est 35% d'un point de vue général. Si maintenant je fais un focus particulier sur des typologies, des tailles de cabinets différents, vous allez voir que c'est complètement autre chose. Et puis on a de l'annonce légale et des formalités. Donc en effet, soit les avocats font les formalités de leurs clients ou ils externalisent eux-mêmes les formalités, soit ils font les annonces légales pour toute la vie de l'entreprise sans forcément faire du secrétariat juridique. Regardez rapidement, sur les structures de 11 personnes et plus, finalement l'externalisation du juridique, ils sont qu'à 21% par rapport au général. Eux, leurs enjeux, c'est délivrer de la formation, des webinaires, des podcasts pour élargir leur communauté. Si maintenant je vais sur les cabinets de 6 à 10 personnes, on s'aperçoit que finalement l'externalisation du juridique arrive en deuxième position, donc eux ils sont carrément à 44%. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, ça veut dire que ce sont des services qu'ils proposent à leurs clients. Alors ils peuvent tout à fait améliorer ces services ou se doter des outils pour mieux le faire. Ensuite, la révision de documents et l'annonce légale. À peu près la même similarité, on va dire, sur les structures de 2 à 5 personnes. Et pareil pour les structures individuelles, avec un peu moins sur l'annonce légale et la formalité. Et en effet, regardez, c'est pas nous qui le disons. Si on prend, c'est depuis 2017 qu'on en parle de ce sujet. Déjà à l'époque, on en parlait dans cet article du Monde du droit. Ensuite, même la BNP Paribas engage et encourage leurs clients à externaliser ces services qui sont sous-utilisés en interne, soit parce qu'on ne trouve pas les compétences, soit parce que forcément tout au long de l'année, on n'a peut-être pas vocation à avoir besoin d'un juriste, par exemple, pour une année complète. Donc forcément, la BNP, c'est bien pour vous, encourage et engage les gens à le faire. Et puis, pareil, les éditions Lefebvre avaient fait un focus là-dessus comme étant la solution adaptée aujourd'hui aux PME. Forcément, il y a beaucoup de fonctions aujourd'hui qui sont externalisées. Et donc, pourquoi pas le juridique et la fonction juridique au sein d'une entreprise. Alors, c'est aussi finalement autre chose. Il y a un truc qui m'intéresse, vous savez, c'est un marronnier, une interprofessionnalité pour moi. On a interrogé les avocats parce que vous savez qu'aujourd'hui, en sortie de crise, il y a beaucoup d'offres à adresser au marché et il y a des réponses à des problématiques que vous allez adresser qui vont nécessiter finalement des compétences transverses et de la pluridisciplinarité. Regardez, finalement, c'est peut-être un marronnier, mais aujourd'hui,
on a eu 78% des avocats qui considèrent l'interprofessionnalité comme un levier de développement du cabinet d'avocats. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement sur avec quel professionnel. Et évidemment, l'expert comptable, là, arrive en tête. Enfin, je vais faire un focus de manière sur tous les cabinets d'avocats, toute taille confondue. Eh ben oui, l'expert comptable, hormis pour les structures de 11 personnes et plus, mais il y a une vraie volonté de s'associer avec un expert comptable. Alors ça, c'est nouveau depuis la loi Pacte. Même si on attend les décrets d'application qui, j'espère, ne vont pas tarder. Mais vous savez, depuis la loi Pacte, aujourd'hui, les commissaires aux comptes rentrent dans le cadre des ordonnances Macron pour faire partie des structures pluriprofessionnelles. Ben oui, il y a une vraie opportunité aujourd'hui de se dire, ben moi, je suis un cabinet, je crée une nouvelle offre sur un segment de marché sur les PME ETI, avec un expert comptable, avec un commissaire aux comptes sur l'approbation des comptes et la certification des comptes. Et là, ben forcément, oui, je couvre à 360% les besoins d'une entreprise qui n'a pas internalisé la direction juridique ou les services juridiques. Si maintenant je regarde les solutions, parce que forcément, qui dit expertise, qui dit nouvelle offre, il faut être en capacité, il faut ce qu'on appelle pouvoir scaler, c'est-à-dire être scalable, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que son modèle réponde à une montée en charge si on a beaucoup de demandes. Ben forcément, si on veut automatiser ces tâches-là, il va falloir s'équiper d'outils qui pourront répondre à cette montée en charge et qui pourront répondre à cette industrialisation avec cette haute couture de conseil, mais avec cette industrialisation en termes derrière de capacité technologique. Donc forcément, en termes d'outils, on voit qu'aujourd'hui, les avocats se concentrent sur la numérisation, la signature électronique, la génération automatique de documents et des outils de pilotage. Il y a une vraie disparité selon la taille des cabinets, parce que si vous regardez aujourd'hui, ben forcément, dans les structures individuelles, alors que c'est une vraie opportunité pour eux peut-être d'aller sur le juridique, ben ils sont que 44% à disposer d'outils pour pouvoir y parvenir. Et plus on monte dans une structure, on va dire dans un cabinet structuré d'une certaine taille, et plus ben forcément, oui, on sera doté et équipé d'outils. Alors après, c'est très simple. Pour vous, c'est peut-être une montagne, tout ça. Ben forcément, si moi, j'arrive en bas de la montagne et que je veux aller à un certain niveau, ben, il va falloir que je m'équipe. C'est évident, il va falloir que je m'équipe. Et ben, il ne faut pas que je me trompe dans mes équipements. Soit j'y vais en tongs, mais ça va être compliqué pour moi. Je pense que je vais franchement parcourir 5 ou 10 mètres. Soit je me dis, ben, alors attends, je suis super prévoyant. Et là, je vais intégrer la signature électronique, l'espace client, un outil de pilotage, etc., etc. Et là, au moins, je sais que voilà, je vais pouvoir même valoriser cette offre en termes de capital immatériel. Et je vais pouvoir forcément conférer du sens aujourd'hui à la donnée au sein de mon cabinet d'avocat. Et donc, ça veut dire que je vais renforcer mes actifs incorporels et augmenter encore plus la valeur de mon cabinet en proposant ce nouvel outil. Et j'en passe tout de suite à Olivier, puisque forcément, moi, je vous parle, mais j'aimerais bien qu'on puisse illustrer mes propos et savoir comment on peut intégrer ça dans un chaînage, dans un cabinet d'avocat, et surtout se dire, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué judiciaire et juridique. Aujourd'hui, beaucoup de cabinets d'avocats sont sur des solutions judiciaires. Le juridique, c'est un métier aussi, il va falloir l'adresser. Et puis, c'est un métier qui a besoin à un moment donné, forcément, dans ce process d'avoir un outil. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avoir deux outils dans mon cabinet d'avocat? Je vais devoir gérer ces deux pans. Comment je vais, sans changer mes habitudes, parce que peu importe les métiers, un changement d'habitude, c'est un truc qui nous fait peur à tous. Donc forcément, comment je vais pouvoir, sans changer mes habitudes, internaliser et intégrer la brique juridique pour pouvoir adresser ce nouveau marché dont je vous ai parlé, pardon. Et je vais laisser la parole à Olivier Chabot. Je vais donc arrêter mon partage et mettre Olivier comme présentateur. Et n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure. Je vous le dis, je vais évidemment pouvoir les donner à Olivier et on va pouvoir y répondre. Alors merci Dan pour me donner la parole. Effectivement, comme tu le disais, c'est assez drôle parce que quand tu montrais tes articles sur l'évolution depuis 2017, nous finalement, on était spécialisés avant 2017 sur la partie judiciaire des cabinets d'avocats et finalement, on a rencontré un cabinet lyonnais, je ne le citerai pas, mais qui se trouvait à Lyon, qui était de 35 utilisateurs, qui avait un pan judiciaire et qui aussi avait un pan juridique. Et effectivement, ils avaient deux outils, comme tu le disais, un outil qui faisait le judiciaire, un outil qui faisait du juridique pour toute la partie rédaction d'actes, quotidien, gestion de l'entreprise. Et finalement, leur problématique, c'est qu'ils n'avaient pas de consolidation, finalement, de leur entreprise et ils n'avaient pas une vision globale de leur entreprise par rapport à un outil commun. Et donc, ils nous ont demandé de travailler avec eux en partenariat pour essayer d'intégrer
dans le logiciel CSIM Neo, effectivement sur nos solutions SaaS, effectivement cette possibilité de pouvoir les accompagner dans la progression en interne de la partie juridique. Et comme on le disait, effectivement, il y a une énorme concurrence, puisqu'effectivement les experts comptables se sont positionnés sur ce marché-là. Ils proposent finalement des services à coût très peu important, parce que généralement un expert comptable facture à peu près une approbation de compte 300 ou 400 euros par an, donc c'est pas énorme. Et donc ce cabinet-là nous a dit, nous on a besoin d'un outil qui nous permette de centraliser, d'avoir une vision globale de l'entreprise et également, comme tu le disais tout à l'heure, d'industrialiser tout le processus d'approbation de compte pour justement faire un travail rapidement, puisque la valeur en face est, si on veut être concurrentiel par rapport aux experts comptables, est peu importante. Et l'avantage de ça, c'est que ça leur a permis aussi après de développer des activités beaucoup plus importantes, comme des contrats spécifiques, de la fusion, de l'acquisition, du conseil fiscal. Et donc finalement, ça leur a permis aussi de développer tout un pan d'activités complémentaires qui là, par contre, est à forte valeur ajoutée et que clairement, l'expert comptable ne peut pas faire. Donc, et en plus, si on reparle de la cohabitation judiciaire et juridique dans un cabinet, je prends le cas d'un cabinet qui fait du social et qui, en lien direct finalement avec l'entreprise et avec les chefs d'entreprise, les associés, eh bien, l'avantage de proposer la partie juridique, c'est-à-dire qu'on capte le client globalement et finalement, le client n'ira pas voir un cabinet pour le social et un cabinet pour le juridique et finalement, on prend tout le gâteau. Et c'est effectivement la partie importante des choses. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer effectivement qu'à travers CSIB Neo, on a pu aujourd'hui apporter une solution à nos clients qui permet effectivement de gérer leur activité judiciaire et juridique. Et aujourd'hui, bien sûr, on va parler du juridique. Est-ce que Dan, tu vois bien mon écran? Parfait. Bon, donc, vous voyez là, on est dans le logiciel CSIM Neo qui nous permet effectivement d'avoir une page d'accueil avec différents indicateurs. Et voyez déjà, première petite différence par rapport au judiciaire et juridique, c'est que vous voyez ici dans ma liste, dans ma page d'accueil où j'ai la liste des dossiers récents, eh bien je retrouve aussi bien des dossiers qui sont en gris qui pour moi va identifier des dossiers juridiques, de conseil, de secrétariat de société, et les dossiers qui sont en jaune vont identifier des dossiers judiciaires. Donc ça montre bien effectivement que l'outil va vous permettre de pouvoir gérer les deux faces. Et vous voyez, j'ai dans mon agenda aujourd'hui un rendez-vous au cabinet pour gérer avec un client, vous voyez, un contrat d'acquisition de la société Cône. On est encore sur notre sujet de la signature électronique parce qu'on est finalement toujours en discussion parce qu'au moment où je t'ai envoyé le document, tu as refusé de le signer parce que tu n'étais pas d'accord sur le prix. Et donc effectivement, on a ici un rendez-vous au cabinet, on avait un rendez-vous ce matin par rapport à cette discussion du rachat, mais également, vous voyez, dans mon agenda, j'ai une assemblée générale. Et ensuite, même au niveau des tâches, parce qu'effectivement, souvent on parle de rappel de procédure au niveau des dossiers judiciaires, mais au niveau du juridique, on a également des délais à respecter. Par exemple, si je prends le cas d'une assemblée générale, quand une société pose une date d'assemblée générale, eh bien, l'entreprise doit convoquer les associés au maximum 15 jours avant l'assemblée générale. Et donc, effectivement, le cabinet d'avocats va devoir gérer des délais importants. C'est comme quand un commissaire aux comptes est nommé à la création de l'entreprise, il est nommé pour 6 ans. Donc, il est important de pouvoir être capable de gérer des délais par rapport à la vie de l'entreprise. Et donc, tu vois ici dans mon gestionnaire de tâches, à travers ces Simneo, je vais pouvoir retrouver bien sûr des tâches à réaliser, comme tu vois là, je dois préparer un contrat dans une affaire qui est une affaire à forte valeur ajoutée, qui est l'acquisition de la société Bâti SAS par la société des Garrigues. Mais également, tu peux constater ici, tu vois que dans le dossier CETRIM, dossier permanent, parce qu'on aura un dossier permanent qui est un dossier client, eh bien, on m'indique que je suis à J-7 du dernier jour pour l'envoi des convocations. C'est-à-dire que l'outil CECIB va pouvoir également vous aider à gérer des délais à court ou à long terme. Parce que je vous rappelle que le renouvellement d'un mandat pour un commissaire aux comptes, par exemple, c'est 6 ans. Donc, si vos équipes changent, parce qu'on sait que dans un cabinet d'avocats, les équipes changent, les équipes tournent, il y a des collaborateurs qui s'installent, il y en a d'autres qui arrivent et ainsi de suite. Il est important d'avoir un outil qui centralise la donnée pour permettre finalement au suivant de pouvoir suivre la vie de l'entreprise, même si ce n'est pas lui qui avait travaillé sur cette entreprise au préalable. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on peut consolider, concentrer les données et pouvoir suivre l'entreprise, quelle que soit la personne du cabinet qui va travailler dans le dossier. Donc le premier élément que je vais
je vais montrer, Dan, c'est la fiche de l'entreprise. Parce que tu le sais, on est dans un logiciel de base de données. Et la base de données est très importante parce que finalement, c'est ce qui fait aussi la valeur de l'entreprise. Et pour une société, on va avoir besoin de beaucoup d'éléments qui vont nous permettre après d'automatiser le secrétariat de société. Donc, je vais ici rentrer dans mon répertoire professionnel du cabinet qui se trouve dans Cécile-Néo. Je vais ici aller montrer la fiche signalétique de la société Cécib et on va pouvoir ici découvrir l'ensemble des éléments qui vont être saisis à travers la fiche client. Et l'avantage, c'est que ces éléments vont pouvoir nous servir après pour automatiser tout le processus de production à travers le secrétariat de société. Donc, dans la première page que je vais appeler le CABIS, je retrouve tous les éléments concernant la société, qui va être sa dénomination sociale, sa forme juridique. Si éventuellement cette société appartient à un groupe, parce que c'est important aussi, vous aurez besoin dans le juridique de pouvoir déployer des organigrammes pour travailler avec votre client autour d'une table sur un organigramme d'entreprise ou de groupe. Ensuite, effectivement, je vais avoir tous les renseignements, on va dire, importants, légal, l'immatriculation de la société, avec le numéro de SIRET, la date de création de la société. On aura bien sûr la durée de la société. J'aurai bien sûr besoin du capital. Donc, tu vois ici, je vois que ma société Cécib a un capital initial de 400 000 euros, qu'effectivement, on a un nombre de parts de 1100 parts, ce qui nous permet d'avoir une valeur nominale de chaque part de 363 euros à peu près. On a bien sûr la date du premier exercice de l'entreprise. Donc, vous voyez que là, la fin du premier exercice de l'entreprise était arrêté au 31 décembre 1990 parce que l'entreprise Cécib qui a été créée en 89, je le rappelle, on est né en 89, donc ça fait quand même quelques années qu'on est présent effectivement sur le marché, eh bien montre bien effectivement qu'on peut commencer un exercice à la création d'une entreprise qui est plus long que 12 mois, ou on peut faire bien sûr un exercice plus court. Et après, on a la date de clôture d'exercice qui est importante parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir le délai maximum pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, parce que je mets à part le cas de la SAS, qui est un cas un petit peu particulier, parce qu'avec une SAS, on peut faire un petit peu ce que l'on veut au niveau des délais, des AG, mais par contre, pour une société comme une SARL, une URL, l'Assemblée générale doit être tenue au maximum 6 mois après la clôture de l'exercice de l'entreprise. Donc, pour nous, cette date est importante parce que ça va permettre de générer automatiquement des délais par rapport à la tenue de l'Assemblée générale. Ensuite, on a les renseignements qui sont utiles pour le juridique, qui va être tout ce qui est les renseignements par rapport au statut et aux mentions d'enregistrement, la libération du capital, le régime fiscal, bien sûr, de l'entreprise, parce que je vous dis, les cabinets font aussi du conseil fiscal quand ils font du secrétariat de société, et bien sûr, l'objet et l'activité de l'entreprise. Et ensuite, ce qui est important, c'est que souvent, les clients des avocats, les clients entreprises, viennent souvent parler avec leur avocat et l'avocat peut faire du conseil financier, on va dire, et peut parler avec son client des variations du bilan d'une année sur l'autre. Et donc, tu vois ici, on a un tableau financier qui permet de pouvoir intégrer au niveau de l'entreprise chaque année le bilan de l'entreprise, ce qui nous permet ensuite d'avoir un tableau récapitulatif financier nous permettant de voir les variations sur les grands postes de l'entreprise d'une année sur l'autre, ce qui permet d'avoir des éléments financiers pour que l'avocat puisse parler avec son client de l'évolution de l'entreprise par rapport effectivement à l'analyse qu'il fait du bilan. Ensuite, on a également la possibilité de rattacher les fichiers, ce que j'appelle moi EDI. Alors, parfois, les cabinets d'avocats travaillent en étroite collaboration avec les experts comptables. Ça arrive, Dan, malgré que parfois ils sont très concurrents. Eh bien, l'expert comptable, à travers son programme de comptabilité, peut envoyer ce qu'on appelle un fichier EDI, qui est finalement le bilan de l'entreprise, qui est dématérialisé et qui nous permet, nous, de récupérer les informations du bilan pour les intégrer à la fiche signalétique dans l'entreprise. Ça nous permettra après de pouvoir automatiser la rédaction du rapport de gestion par rapport à l'Assemblée générale ordinaire. Donc, tu vois ici, j'ai un bilan. Alors, sachez que chaque année, on va intégrer dans Cécib Néo les CERFA officiels de la Direction générale des impôts, qui nous permet effectivement d'intégrer effectivement le CERFA et le bilan rattaché à l'entreprise. Et j'ai bien sûr ici, tu vois, les chiffres qui vont s'alimenter. Alors, les chiffres s'alimenteront par deux biais. Soit effectivement, le cabinet peut obtenir de l'expert comptable, son partenaire, le fichier dématérialisé EDI, qui fait que tu vois ici, on a un menu qui s'appelait données comptables EDI TDFC, qui permet finalement à l'avocat
de pouvoir récupérer le bilan dématérialisé de l'expert comptable et de l'intégrer directement à sa société. Ce qui fait que tous les chiffres que tu vois ici dans mon bilan 2020 n'ont pas été saisis par l'utilisateur, mais ont été intégrés par la machine grâce au fichier EDI. Mais bien sûr, parfois, il y a une concurrence et donc du coup, le client va vous fournir le bilan en format PDF, en format papier. Et donc là, effectivement, on a quand même donné la possibilité, tu vois, d'avoir l'accessibilité aux zones qui permet au cabinet d'avocats de pouvoir saisir les chiffres dont il a besoin pour pouvoir après les récupérer dans la production des documents par rapport à l'Assemblée générale ordinaire. Donc ça, c'est énormément important parce que ça permet de faire une analyse financière précise de la société, de pouvoir déverser des chiffres dans tous les documents par rapport au secrétariat de société et à l'approbation des comptes. Ensuite, élément important, on a également l'organigramme de l'entreprise. Donc là, tu vois, Dan, je peux effectivement déployer l'organigramme de l'entreprise où je peux rattacher à ma société CECIB mon président, mon directeur général adjoint, mes différents associés. Et par rapport au juridique, par rapport au mouvement de titres qu'il peut y avoir dans l'entreprise, je vais avoir pour chaque associé le nombre de parts qu'il a en pleine propriété, en nue propriété, en usufruit. J'ai bien sûr ici le total des parts de chaque associé avec le pourcentage des parts dans l'entreprise. Et ça va me permettre après dans la vie de l'entreprise de pouvoir, parce qu'il y a des mouvements de titres, il y a des gens qui revendent des parts, qui en achètent, ça va permettre de pouvoir évoluer dans la vie de l'entreprise. Et ce qui est intéressant également, c'est que CECIB, à travers le pendant juridique, va pouvoir également avoir et donner un visuel précis d'un groupe de sociétés. Si par exemple, voilà, c'est le groupe Septéo a 19 entreprises, eh bien effectivement, chaque entreprise a son organigramme, mais ensuite on peut consolider un organigramme finalement de groupe. Et tu vois ici, je vois que la société ASCO est rattachée à la société CECIB en tant que filiale. Et bien sûr, en dessous de la société ASCO, je retrouve aussi l'ensemble des associés qui effectivement correspondent à la société ASCO. Et ce qui permet finalement à l'avocat de saisir toutes les données qui va leur permettre d'automatiser le secrétariat de société. Voilà. Donc voilà le premier pan que je voulais parler par rapport à la fiche de la société qui est important pour remplir la donnée et pour pouvoir nourrir le dossier derrière pour automatiser, comme tu l'as dit tout à l'heure, industrialiser même la production juridique. Est-ce que déjà tu as une question là-dessus, Dan, par rapport à ce que tu as vu? Alors, moi non, je suis sûrement qu'il y en a peut-être plein qui arrivent, mais Alors, en tant qu'utilisateur, si un jour tu es chef d'entreprise, Dan, et que tu t'adresses à moi en tant qu'avocat et tu dis, voilà, moi j'ai besoin de travailler sur l'organisation de mon groupe, aujourd'hui, on a vu beaucoup de cabinets d'avocats faire manuellement dans Word, dans PowerPoint ou dans Excel des organigrammes manuels qui leur prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors que là, si tu veux, on a saisi des données, la juriste, la secrétaire juridique a saisi des données, et l'avantage, c'est qu'en un seul clic, tu vois, je peux ici exporter l'organigramme de l'entreprise dans Word et ça va permettre finalement au cabinet d'avocats de pouvoir produire un organigramme rapidement par le fait d'avoir saisi des données à travers l'outil qui nous permet d'instrumentaliser le secrétaire juridique, mais d'apporter un élément de travail pour son client qui est l'organigramme, qui était vraiment un document de travail qu'utilisent régulièrement les cabinets d'avocats. Donc tu vois là, grâce à ça, j'ai exporté l'organigramme de l'entreprise, je retrouve mon entreprise CECIB avec sa filiale ASCO, et je retrouve l'ensemble des personnes rattachées à chaque société. Et ensuite, comme chaque avocat et chaque cabinet a ses habitudes, eh bien, on peut travailler sur cet organigramme, tu vois, pour déplacer les éléments. Par exemple, je vais pouvoir mettre les éléments, les associés au-dessus de l'entreprise. Et ça permet finalement, dans Word, de pouvoir créer un organigramme et de s'appuyer sur les éléments qu'on a saisis à travers la base de données. Voilà, donc c'est riche en utilisation parce que ça permet de gagner du temps dans la production et la discussion qu'on peut avoir sur son client par rapport à son entreprise ou à son groupe. Donc voilà le premier élément que je voulais vous montrer. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de voir comment s'articule la production, l'industrialisation du secrétariat de société à travers CECIB Néo. Donc je vais ici aller dans les dossiers proposés par CECIB. Donc vous allez voir apparaître ici l'ensemble des dossiers qui sont en cours finalement dans le cabinet d'avocats. Et vous pouvez constater que sur mon écran, là, j'ai deux couleurs de dossiers qui sont les dossiers jaunes et les dossiers gris. Si par exemple, je prends l'exemple de mon entreprise CECIB, qui est un bon exemple, eh bien, tu peux voir, Dan, que j'ai aussi bien des dossiers jaunes qui sont le pendant judiciaire de l'activité du cabinet, mais j'ai également ce que j'appelle moi mon dossier CECIB permanent, qui va être le dossier client dans lequel on va retrouver toutes les opérations qui sont en cours sur
le secrétariat de société, mais également sur tout le conseil, le droit des affaires, les contrats, la fusion, l'acquisition, le conseil fiscal qu'on peut apporter à une entreprise. Donc, quand je me positionne ici sur le dossier permanent CECIB, je retrouve bien sûr d'abord les éléments financiers du dossier, parce qu'on a peut-être fait des factures que notre client n'a pas toujours réglées. Donc, effectivement, là, j'ai une petite information qui me montre bien que mon client CECIB, il me doit 56 000 euros. Donc, si je l'ai au téléphone, c'est peut-être l'occasion de lui rappeler qu'il me doit un petit peu d'argent. Quand même, c'est important. Ensuite, j'ai ici l'onglet participants qui me permet de retrouver l'organigramme de l'entreprise, qui permet finalement à l'avocat ou la secrétaire juridique qui a besoin d'appeler le client parce que le client ne lui a pas fourni son bilan, par exemple, eh bien, elle peut avoir tout de suite ici l'accès au numéro de téléphone du client. Et sache que CECIB propose, comme tu le sais, Dan, une solution qui s'appelle CECIB VoIP, qui permet par un simple click to call de pouvoir même appeler son client sans même avoir besoin de composer le numéro de téléphone en lien direct avec son dossier, et donc de comptabiliser du temps passé dans le dossier de manière automatique. Ensuite, on a bien sûr l'onglet documents, qui est une consolidation de l'ensemble des documents finalement qui ont été produits dans le dossier. Et donc, j'ai des documents ici qui est l'historique de tout ce qui s'est fait au niveau du dossier en termes de documents de façon chronologique, du plus récent au plus ancien. J'ai également ici mon agenda. Tu vois, ce qui est important là, c'est que je vois, alors, si mon ordinateur veut bien, si je vois ici, excusez-moi, je suis dans les Landes, je suis encore un petit peu comme vous en télétravail et parfois, effectivement, j'ai des petites lenteurs. Et donc, tu vois ici, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que si le client appelle en disant « Ah, j'aimerais savoir quelle est ma future date d'assemblée générale qu'on a fixée », eh bien, vous voyez, la secrétaire juridique a tout de suite l'information que l'assemblée générale est fixée pour le 28 mai à 14 h et qu'on a prévu à peu près 2h30 d'assemblée générale. Et ensuite, comme nous sommes dans un dossier client, j'ai ici la liste des opérations qui sont en cours pour mon client. Donc, des opérations, bien sûr, de tout ce qui touche le droit des affaires, le secrétariat de société et le juridique. Et là, je vois que je peux très bien, dans un dossier client, avoir différentes missions, différentes opérations qui sont soit, tu vois, si je mets approbation là, je retrouve l'ensemble des opérations concernant les approbations de compte, mais je peux très bien aussi avoir des dossiers de fusion. Donc là, si je mets fusion, je retrouve tous les dossiers correspondant à mes dossiers de fusion. Je retrouve bien sûr ici mes dossiers d'acquisition. Et si je veux voir si j'ai des opérations fiscales avec mon client, ben si je mets ici fiscal, je vois effectivement que j'ai différentes opérations fiscales au niveau de mon client. Donc l'avantage là, c'est que dans un dossier client, on va pouvoir gérer plusieurs opérations et avoir une consolidation de toute l'activité juridique. Donc maintenant, si je rentre dans mon dossier permanent, je vais bien sûr retrouver en premier lieu le fameux cabis de mon entreprise qui me reprend finalement les éléments qu'on a vus dans la fiche client tout à l'heure. Je retrouve bien sûr ici l'onglet participants qui me permet finalement de retrouver tout l'organigramme de l'entreprise CECIB, et je vais pouvoir ici retrouver dans un bouton qui s'appelle opérations l'ensemble des opérations qui sont présentes et qui sont actifs dans ce client. Donc, comme on l'a vu, c'est aussi bien des dossiers de fusion, d'acquisition, de conseil fiscal et ainsi de suite. Donc, le but, quand on a rencontré ce cabinet en 2017, Dan, c'était de pouvoir lui apporter de l'automatisation dans sa production juridique de secrétariat de société, mais également de lui proposer un outil qui permette de sécuriser sa production, parce que parfois, ils avaient un turnover assez important à l'époque, et donc ils avaient le souci de se dire que si un nouveau juriste arrive dans le cabinet, est-ce que l'outil va nous permettre de guider le juriste dans le travail qu'il doit faire tous les jours pour pas qu'il fasse d'erreurs ou des oublis? Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé sur ce pendant-là. Quand on clique ici sur le plus, je vais pouvoir créer une nouvelle opération juridique. Donc, sachez qu'on a mis en place chez CECIB une équipe de juristes qui nous accompagne tous les jours dans les modèles d'actes, puisqu'on a effectivement aujourd'hui plus de 1000 modèles d'actes qui sont proposés dans le logiciel CECIB et sur lequel on a une veille juridique. Donc, on a des juristes qui au quotidien, font de la veille juridique pour mettre à jour les modèles qu'on propose en automatique, toujours pour entrer dans cette industrialisation. Ensuite, ici, je vais pouvoir ici dire que dans mon dossier CECIB permanent, je vais faire une approbation des comptes annuels CECIB SAS. Donc, je choisis ici mon activité approbation des comptes annuels SAS. Je vais même pouvoir personnaliser ici mon nom de dossier pour pouvoir effectivement identifier bien mon opération. Donc, on va mettre CECIB approbation des comptes SAS 2021.
Et vous allez pouvoir constater que effectivement, on va proposer, vous voyez ici, à l'utilisateur l'ensemble des documents qu'il doit normalement produire dans une opération d'approbation de compte annuelle SAS. Donc, on va lui proposer, vous voyez ici, l'ensemble des documents. Donc, il va pouvoir faire ses textes de résolution. Il va falloir, vous voyez que là, il y a le rapport de gestion qui est précoché, il y a le procès verbal qui est précoché. Je vais pouvoir éventuellement générer des pouvoirs. Je vais pouvoir effectivement ici proposer l'ensemble des documents utiles et nécessaires pour la production de l'Assemblée générale ordinaire. Et ce qui est important pour la sécurisation, qui était l'une des demandes de ce cabinet-là, c'est qu'effectivement, tu peux constater, Dan, que là, j'ai des modèles qui sont déjà précochés, qui sont grisés. Ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas les désélectionner. Ça permet finalement au cabinet de pouvoir faire du paramétrage, de rendre obligatoire tous les modèles qu'il semble nécessaires pour la production, ce qui fait que le jeune juriste qui arriverait n'a pas le choix, il ne peut pas les oublier puisque la machine va lui proposer en automatique. Donc, je vais ici convoquer mes associés, convoquer le commissaire aux comptes et convoquer les membres du CSE. Quand je valide, ce qui est important, c'est que tous mes modèles que j'ai choisis, qui, je rappelle, ont une veille juridique et qui sont proposés en standard, on a plus de 1000 modèles correspondant à différentes formes de société, et bien là, le logiciel Cecib va vous proposer ce que j'appelle un questionnaire qui va réunir différentes questions qui sont communes à tous ces documents-là. Donc, ce qui est important, comme je vous le disais, c'est l'industrialisation. Donc, du coup, vous voyez, j'ai ici ce questionnaire qui me permet de voir toutes les questions globales qui sont intégrées à tous les documents que j'ai choisis au moment de la création de mon opération d'approbation de compte. Donc, imaginez par exemple qu'on décide que l'Assemblée générale aura été effectivement, va se tenir le 9 juin à 14 h. Au départ, on décide que ça soit au siège social de l'entreprise. Donc, je vais descendre ici dans mon questionnaire parce que vous voyez, les différentes questions qui sont proposées proposent également des réponses différentes suivant qu'on dit oui, qu'on dit non. Et ça va permettre d'automatiser les choses. Existence d'un commissaire aux comptes, vous voyez, il a automatiquement coché oui parce qu'il a vu que dans l'organigramme de l'entreprise, on avait un commissaire aux comptes de rattaché à l'entreprise. Ensuite, je vais bien sûr ici imaginer par exemple que M. Edouard Spoll ne puisse pas se représenter. Alors, je vais pouvoir dire que M. Edouard Spoll va être représenté par qui? Eh bien par toi, Dan. On va effectivement mettre M. Dan Cohn va représenter effectivement notre associé Edouard Spoll. Ensuite, je vais ici aller. Donc, vous voyez, je peux dire que le résultat net comptable est en bénéfice. Et suivant les choix que je fais, eh bien, vous voyez ici, on va avoir différentes possibilités. On va dire, par exemple, que le bénéfice va pour une partie être intégré à la réserve légale pour un montant, par exemple, de 20 000 euros. Et on va aux autres postes de réserve mettre le bénéfice de 50 000 euros. Et ce qui est important, c'est que toutes les réponses que je fais, Dan, là, ne sont pas figées. Parce qu'on sait que quand on prépare une assemblée générale, eh bien parfois, les associés peuvent changer d'avis en disant non, ben, finalement, à la réserve légale, on va mettre 10 000 euros et puis dans les autres postes, on va mettre 60 000 euros. Donc finalement, ça a une vie finalement avant de finaliser les documents à l'Assemblée générale. Finalement, ces éléments ont une vie. Et l'avantage que propose Cecib, c'est que tous ces éléments auxquels je réponds ne sont pas figés. C'est-à-dire que si la secrétaire juridique a des éléments, elle peut alimenter son questionnaire, elle peut l'enregistrer, elle va revenir 2 jours ou 3 jours après dans son questionnaire et finalement, elle va compléter au fur et à mesure ces documents sans être obligée de systématiquement refusionner ces documents, aller dans un document Word, modifier le document, faire un enregistré sous, faire une copie. Là, on est vraiment dans un processus d'industrialisation. Donc, je vais convoquer Dan, les associés, dont tu es le représentant légal de Edouard Spoll, je valide. Et à partir du moment où j'ai répondu à toutes les questions de mon questionnaire, eh bien finalement, tous ces éléments vont alimenter tous les documents et les modèles que j'avais choisis au départ. Donc, ça va aussi bien alimenter mes convocations que mon pouvoir, que mon PV d'AG, que mon rapport de gestion. Et tous ces éléments-là, en plus des éléments financiers qu'on a intégrés dans l'entreprise, vont intégrer et générer des informations dans mes modèles que je vais vous montrer, puisque vous allez voir que là, eh bien, si je vais maintenant dans mon opération approbation des comptes 2021 et que je vais ici dans l'onglet documents, vous allez pouvoir constater que je vais retrouver dans
mon onglet documents, l'ensemble des documents qui ont été générés automatiquement. Je vais ici cliquer sur la petite flèche qui me permet ici de visualiser l'ensemble des convocations qu'on a transmises à nos associés. Et tu vois, Dan, si je rentre en prévisualisation sur ma première convocation qui s'adresse à Monsieur Jean-Luc Boixel, eh ben, tu peux constater, alors je vais mettre un petit zoom avant pour qu'on puisse mieux voir ça, que l'Assemblée générale est bien prévue pour le 9 juin 2021 à 14 h. Et si je vais sur la convocation de notre cher ami Edwards, je vois également que c'est le 9 juin 2021 à 14 h. Et si je vais par exemple sur mon pouvoir, c'est juste pour te montrer que cet élément est dans différents documents, a été automatisé. J'ai pas. Ce qui est important, c'est que je ne suis pas passé dans les 20 documents pour mettre le 9 juin. C'est je l'ai mis dans le questionnaire et ça a alimenté les 9 ou les 10 documents. Tu vois que ton pouvoir, Dan, il est bien indiqué au 9 juin 2021 à 14 h. Donc le but, c'est de vous montrer que là, on est vraiment dans l'industrialisation. Et bien sûr, tous les documents que je vous montre, ce sont après des documents Word qu'on peut modifier également dans Word. Donc oui, tu avais une question, Dan, excuse-moi, par rapport à ce que je montrais. Je viens d'avoir un message de Paul, justement, qui me dit qu'il y a un souci, c'est que les terrasses restant ouvertes, les restaurants ouvrant aussi le 9 juin à l'intérieur. On a décidé de changer les choses, on va changer le lieu, ça ne te dérange pas, on va changer la date. Et comment je fais maintenant que tous les documents ont été produits et que les convocations sont éditées, entre guillemets? Alors, déjà, Dan, Monsieur Edwards veut que ça se tienne quand? Une date ultérieure, en fait. D'accord. Donc, le lieu, tu m'as dit dans un endroit tranquille, dans un hôtel? Après, je sais que vous ne faites pas du booking, hein, c'est pas vous, c'est pas le Michel qui va proposer un endroit en rapport. Ça pourrait être pas mal, mais du coup, un autre endroit. Allez, hop, voilà, un autre endroit. On va partir à Cassis, tiens, Cassis. Eh bien, tu vois, Dan, ce qui est intéressant, c'est que finalement, même si j'ai produit mes documents avec la date du 9 juin et que, tu vois, l'Assemblée générale devait se trouver au siège social de l'entreprise, eh bien, si donc l'associé Edwards nous a dit que finalement, on tiendrait l'Assemblée générale le 23 juin, donc tu vois, je modifie mon questionnaire, je modifie même l'heure de mon questionnaire, on va dire que ça sera 17 h finalement au lieu de 14 h. On va dire que ça sera ailleurs. Pardon? Non, mais très bien, parce qu'on on a des bonnes nouvelles à s'annoncer. Donc, du coup, en fin d'après-midi, on va enchaîner directement par un petit collation. Voilà, et donc on va dire que ça se tiendra au Méridien à Latte. Eh bien, tu vois, à partir du moment où j'ai modifié mon questionnaire, que je valide, tous les documents qui étaient en lien avec cette information vont être modifiés en automatique. Alors que finalement, dans la pratique, quand un cabinet fait ça dans Word ou même dans d'autres outils de gestion, ils sont obligés de revenir sur tous les documents pour modifier 10 ou 15 fois la même information. Donc là, vous allez voir, mes documents se mettent à jour. Et maintenant, après, je vais te montrer le résultat parce que comme tu le disais tout à l'heure, je ne me souviens plus de quel philosophe disait qu'effectivement, il vaut mieux montrer que de parler. Écoute, comme tu as l'air confus, donc c'est facile à retenir, un confus, Confucius, du coup. Bon, alors c'est Confucius. Tu vois ici, si je reviens sur mes convocations à l'AG, tu peux constater maintenant, Dan, qu'en prévisualisation, logiquement, si tout s'est bien passé, eh bien, je vais retrouver ici, donc au niveau de mes documents, si je vais dans mes pouvoirs, je vais retrouver effectivement, hop, excusez-moi, vous voyez, je vais, vous voyez toujours mon document? Parce que je n'avais pas fermé mes documents, excuse-moi Dan. Donc, effectivement, tout s'est mis à jour automatiquement et je vais revenir ici sur, par exemple, le pouvoir qu'on t'avait transmis. Et logiquement, tout s'est bien mis à jour dans mon pouvoir. Et donc, effectivement, les dates proposées, tu vois, Dan, c'est le 23 juin 2021 à 17 h. Donc, l'avantage, c'est que tous les documents qu'on avait d'actifs dans la base de données ont été modifiés par l'information effectivement que tu nous as donnée, qui était de dire on ne peut plus tenir l'AG le 9 juin, mais le 23 juin et plus au lieu de l'entreprise, mais à la société. Donc l'avantage là, c'est qu'on va vraiment apporter de l'automatisation. Et ce qui est important également, c'est qu'on se rend compte que l'activité de secrétariat de société, généralement, ça se passe entre le début mai et fin juillet, parce que la majorité des entreprises clôturent leur exercice au 31 décembre. Et donc, il faut logiquement qu'au 30 juin, toutes les entreprises aient tenu leurs assemblées générales. Eh bien, ce qui est intéressant là, si tu veux, c'est que les équipes d'un cabinet d'avocats, grâce à un outil comme ça,
ne vont pas travailler sous tension parce que même s'ils ont des éléments avant de se mettre à vraiment travailler sur l'Assemblée générale, ils vont pouvoir déjà commencer à créer l'opération, déjà commencer à alimenter le questionnaire et au fur et à mesure qu'ils vont avoir des éléments apportés par leurs clients, eh bien, ils vont pouvoir compléter leur questionnaire et ça va finalement continuer à faire le travail au quotidien pour justement ne pas mettre les cabinets sous pression, les personnels sous pression, parce qu'on se rend compte parfois que entre le 15 mai et le 15 juillet, il y a une vraie pression dans les cabinets parce qu'ils ont 200, 300 ou 400 entreprises à s'occuper et que malheureusement, ils ont du court terme, 2 mois pour faire le travail. Et finalement, ce questionnaire nous permet finalement de faire le travail au fil de l'eau. Et c'est ce qui est aussi intéressant par rapport à la tenue finalement du secrétaire associé dans ces Simdeo. Donc voilà, je dirais pour la partie industrialisation du secrétariat, excuse-moi, de société. Ensuite, ce qui est important, c'est que dans la vie de l'entreprise, effectivement, il peut y avoir par exemple des mouvements de titres. Il peut y avoir effectivement un associé qui cède des parts à un autre, ou il peut y avoir un nouvel associé qui rentre dans l'entreprise et qui finalement fait que l'entreprise va avoir une vie et les mouvements de titres qui vont se passer d'une main à l'autre. Voilà, donc ça c'est important de pouvoir le montrer. Et donc tu vois dans mon dossier permanent ici, au niveau donc du dossier permanent, j'ai ce que j'appelle le registre de mouvement qui me permet effectivement d'avoir, parce que ça c'est un document obligatoire que je vais vous montrer à l'écran. Donc vous avez ici, donc, voyez le registre de mouvement qui va me permettre d'avoir l'historique complet de tous les mouvements qui ont lieu au niveau de l'entreprise. D'accord? Et ce qui permet finalement de montrer et de voir la vie de l'entreprise. Et c'est un document effectivement qui va permettre d'être un document de travail au niveau des registres de mouvement. Donc, voilà. Donc, au niveau des registres de mouvement, vous voyez ici, quand on clique ici sur le plus, je vais pouvoir faire une nouvelle opération. Imagine Dan, par exemple, tu es associé d'entreprise. Effectivement, tu t'appelles Monsieur Boixel, tu as 300 parts dans l'entreprise et tu décides effectivement de céder tes parts à Monsieur Galambrin parce que tu le trouves sympathique, parce que tu le trouves efficace et effectivement, tu voudrais qu'il prenne plus d'importance au niveau de l'entreprise. Eh Oui. bien, effectivement, ici, oui, tu disais Dan? Ah non, tout à fait, c'est ça. Eh bien, tu vois ici, je vais pouvoir ici, dans mon opération de mouvement de titre, avoir différentes opérations. Ça peut être une acquisition, ça peut être de l'apport, ça peut être une cession. Donc, je vais ici dire que Monsieur Jean-Luc Boixel cède. Donc, tu vois ici, j'ai la liste de tous les associés rattachés à l'entreprise. Donc, je prends ici Monsieur Jean-Luc Boixel qui détient à ce jour 303 parts en pleine propriété. Il décide d'en céder 53 à Monsieur Hugues Galambrin. Donc, tu vois ici que donc, Monsieur Jean-Luc Boixel passe de 303 parts à 250 parts. Monsieur Galambrin passe de 233 parts à 286 parts, qui lui permet de devenir avoir une importance plus importante dans la société. Ensuite, effectivement, ici, je vais pouvoir ici mettre la date de mon mouvement de titre. Je vais pouvoir mettre une date de jouissance qui peut être différente de la date du mouvement de titre parce que finalement, la date de jouissance, c'est quand finalement l'associé paye les parts à l'autre. Donc, mais on peut effectivement mettre ici la même date. Je vais pouvoir ici dire que c'est des parts ordinaires. Je vais bien sûr mettre ici la valeur de ma part. Donc, on va mettre ici 350 euros. Donc, tu vois, le prix de cession quand même est assez important hein, parce que c'est 18 550 euros. On va pouvoir effectivement ici dire que ce sont des actions et on va ici avoir après tous les renseignements qui vont nous être transmis par l'administration fiscale hein, qui nous permettra de mettre tout ce qui est le numéro de bord, le numéro de case et éventuellement une zone commentaire. Et quand on valide et fusionne, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être capable de proposer à l'utilisateur les modèles correspondants. Donc, tu vas voir ici que mon outil va me proposer 2 matrices qui sont mon ordre de mouvement et mon formulaire CERFA de l'administration fiscale, ce qu'on appelle le 2759 SD. Et quand je valide, bien sûr, je vais pouvoir générer automatiquement ces documents-là de manière rapide et simple, ce qui permet finalement à l'utilisateur, vous allez voir, de pouvoir générer automatiquement des CERFA avec, voyez ici, mon CERFA mis à jour avec tous les éléments qui ont été pré-remplis par rapport
à la cession des parts et j'ai ici mon document Word qui a été effectivement fusionné, qui me permet ici d'avoir l'ordre de mouvement correspondant. Donc, tu vois qu'ici, on est vraiment sur de l'automatisation et de l'industrialisation de tout ce pan juridique. Dernier point et avant-dernier point, parce que je vois que le temps passe hein, et que je suis un grand bavard. Il y a des questions surtout, donc ce serait au moins pour qu'on puisse répondre aux Ah, questions. donc tout à fait, je vais essayer d'être rapide. Bien sûr, on va être capable au niveau du juridique, peut-être que ça répondra à certaines questions. Je vais revenir ici sur ces Simnéo. Vous pouvez constater ici qu'également, on est capable de gérer les 2777 et les IFU, hein, qui sont les déclarations d'impôt d'entreprise tous les ans, avec effectivement cette possibilité de pouvoir répartir les dividendes entre associés et ainsi de suite. Et on va bien sûr fusionner les CERFA correspondants pour les transmettre directement à l'administration fiscale. Et ensuite, ce qui est important pour les cabinets qui feraient du juridique et qui feraient des appels de provision à leurs clients au niveau financier pour gérer toutes les formalités et les paiements de demandes de cabis et ainsi de suite, eh bien, on est capable de gérer tout ce qui est des appels de provision sur formalités et après de faire des factures récapitulatives de formalités qui permet finalement au cabinet d'intégrer en plus de la production qu'on a vu là, tout l'aspect financier, facturation, gestion des provisions sur des bourgs qui permettent de gérer le quotidien d'entreprise comme le fait aujourd'hui les cabinets juridiques. Voilà, c'est très rapide. C'est très concis. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas effectivement à faire appel à nos équipes hein, qui seront capables de vous faire une démonstration un peu plus poussée hein, d'une petite heure, 1 heure et demie, totalement pour vous montrer un petit peu tous ces aspects-là. Voilà, Dan, Alors, je te laisse la parole et je oui. départage mon écran. Alors, donc, on a deux questions à la suite à ce que tu viens de montrer avant. Si pour une société donnée, alors attention, c'est pas un jeu, hein. Si pour une société donnée, on a déjà créé un dossier permanent avec historique, donc AGOA, AGE, etc., dans CCIB Expert, donc là, c'est un des clients de CCIB qui est expert, ils disent que cet historique peut être repris tel quel dans Néo lors de la migration. Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, quand un cabinet a… Alors, c'est un petit peu différent. Dans ces cyberexperts, on n'avait pas cette automatisation d'opérations, c'est-à-dire de dossiers rattachés à un client. Donc, effectivement, on propose deux solutions. Soit, effectivement, parce qu'aujourd'hui, dans ces cyberexperts, l'avocat a un dossier client dans lequel, après, il a des répertoires de documents dans lequel il s'est créé des arborescences, AG 2021, AG 2020 et ainsi de suite, et qui finalement est une centralisation de documents. Donc, soit quand on reprend les données, on reprend le dossier client expert qu'on retransforme en Néo, dans lequel on va retrouver dans l'onglet documents l'historique de tous les répertoires qu'il avait actuellement, soit on en profite pour transformer ces répertoires AG 2021 en opération qui lui permettra après d'avoir une organisation d'un dossier client et d'opérations rattachées à un client. Voilà. Okay. Là, on parle des titres parce que justement, tu l'as présenté. Donc, les catégories de titres, donc A, B, ordinaire, etc., sont-elles paramétrables et peut-on en ajouter si nécessaire? Exemple, une action de préférence. Absolument. Tous les éléments, si vous voulez, qui sont effectivement proposés en paramétrage, on met généralement les éléments par défaut. Et effectivement, si demain, il y a des évolutions de loi, parce que dans le juridique, il y a beaucoup d'évolutions, c'est pour ça qu'on a mis une veille juridique en interne, eh bien, effectivement, on fait évoluer pour donner la possibilité de créer des mouvements ou des types de parts différentes, bien sûr. D'accord. Donc, tu nous as parlé deux, trois fois du nombre de modèles, donc plus de 1000 modèles apparemment. Peux-tu nous dire comment ceux-ci ne sont pas forcément alimentés, mais surtout comment ils sont mis à jour? Est-ce qu'il y a Alors, de la veille? Alors oui, absolument. On a une équipe juridique aujourd'hui, depuis qu'on a commencé à travailler en 2007 avec ce cabinet, on a senti le besoin effectivement en interne de créer une cellule juridique qui est composée d'anciens juristes qui travaillaient dans des cabinets d'avocats, d'anciens avocats qui ont décidé de quitter la profession pour rentrer dans l'entreprise. Et finalement, aujourd'hui, cette cellule fait une veille. Par exemple, vous voyez, l'année dernière, elle a travaillé sur la loi Pacte et la simplification de toute la partie juridique et elle a mis à jour tous les modèles et ces modèles sont mis à jour automatiquement dans notre base de données. Alors, on met à jour, bien sûr, les modèles qu'on fournit par défaut. Si après, certains cabinets personnalisent certains modèles, eh bien, nous, on mettra à jour le nôtre et ensuite, le cabinet devra effectivement mettre à jour le sien parce qu'effectivement, on fait une veille juridique sur les modèles, les 1000 modèles que l'on propose qui correspondent à des sociétés comme la SA, la SARL, la SAS, la SASU, le URL, la SCI. Enfin, on a quand même aujourd'hui plus de 1000 modèles qui correspondent au quotidien de l'entreprise des plus grandes entreprises qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Voilà.
D'accord. Alors, tu nous en as parlé une ou deux fois, mais pas trop non plus, parce qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à dématérialiser aussi tout le cycle de l'AG. Est-ce que la signature électronique est directement intégrée dans cette solution? Alors oui, aujourd'hui, on a décidé depuis récemment, depuis mi-mai, de pouvoir intégrer la fonctionnalité e-signature qu'on a montré la dernière fois à travers le logiciel Cessimneo. Donc un utilisateur Cessimneo a l'ouverture à la fonctionnalité e-signature gratuitement. Par contre, il devra payer la consommation des signatures finalement auprès de notre partenaire. Et effectivement, un PV d'AG, des documents juridiques comme un contrat de fusion, d'acquisition, eh bien, peut être transmis à la signature pour signature par les associés, par exemple, au niveau d'un PV d'AG. D'accord. Et enfin, je vais essayer de la regrouper en une, hein. Passer donc en fait, voilà, pour quelqu'un qui serait déjà client, passer du judiciaire et au juridique, par exemple, est-ce que déjà, est-ce que ça se fait rapidement? Est-ce qu'on reste dans le même environnement? Ça, tu nous l'as montré, mais surtout, finalement, le temps de formation après pour y parvenir avec les équipes, quoi. Alors, on ne peut pas dire que ça soit énorme, parce que l'avantage, c'est que si un cabinet a créé déjà une société, par exemple comme Cessib, dans sa base de données, parce qu'il faisait du judiciaire pour Cessib, le client existe déjà. Donc, effectivement, quand on va, ce qu'on appelle tourner la clé pour mettre en place le juridique, eh bien, on va activer tout ce principe de dossier permanent avec la possibilité de créer des opérations. Ça va donner accès, bien sûr, au modèle juridique. Ça coûte clairement 19 euros par mois et par user, hein, donc c'est pas excessif par rapport à la rentabilité qu'on peut avoir sur ce module-là. Et ensuite, effectivement, il y a à peu près une journée et demie de formation par groupe de 4 à 5 personnes pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'outil au niveau juridique. Voilà. Donc Ok. c'est pas un gros moment, un grand moment, enfin c'est pas énorme par rapport à toute la rentabilité qu'on peut y avoir derrière. Et je reviens vraiment sur l'industrialisation. Alors peut-être qu'on aura des questions aussi autres, mais souvent les avocats sont attachés à leur modèle, à la personnalisation de leur modèle, et malheureusement la personnalisation ne permet pas l'industrialisation. C'est pour ça que les experts comptables peuvent vendre des approbations de compte à pas cher, parce que finalement ils personnalisent peu, ils prennent les modèles tels quels. Nous on essaye pour cette partie-là de faire venir l'avocat vers ce modèle-là, pour lui permettre de faire un travail rapidement qui a une faible valeur en termes de facturation, mais c'est surtout pour rendre captif le client, pour avoir après des dossiers à forte valeur ajoutée. Et c'est ça qui est important. Et en plus, pensez à une chose, moi je dis toujours le juridique, c'est de l'alimentaire. C'est-à-dire que c'est un montant qui, tous les ans, revient régulièrement et on sait qu'on a déjà cette base pour l'année de facturation qui est là. Et l'avantage derrière, c'est que ça peut permettre de vendre de l'abonnement à son client. Et quand un client a un abonnement à l'année sur la partie secrétariat de société, ben, ça peut être intéressant effectivement d'industrialiser pour gagner et avoir un rapport qualité-prix qui soit pour le cabinet rentable. D'accord. Bon, mais parfait. Ben, on a bien vu que dans le rapport bénéfice-risque, ben, ça penchait plus forcément aujourd'hui vers le bénéfice et qu'on peut avoir un ROI finalement assez rapide en termes de retour sur investissement et de bénéfices par rapport à ce qu'on va déployer comme ressources. Alors, il est 35, on a démarré à 34, hein, donc on a voilà, une minute, on est dépassé d'une minute. Merci à toutes et à tous. Vous aurez de toute façon le replay pour ceux qui à un moment donné auraient peut-être raté pardon, quelques séquences. En tout cas, merci infiniment. On vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée, un très bon week-end. On vous dit à bientôt pour un prochain workshop. On vous sera informé de la prochaine thématique avec mon ami et compère Olivier, avec toute son expertise la prochaine fois. Merci à vous tous en tout cas et merci Dan de ce moment passé ensemble. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.